Le 5 novembre dernier, 2 immeubles s'écroulent rue d'Aubagne, au cœur du quartier populaire de Noailles, dans le 1er arrondissement de Marseille. Les marins-pompiers vont extraire 8 corps des décombres. Très vite, ce drame devient celui du mal-logement. Marseille, ce sont 40 000 habitats indignes recensés, soit potentiellement un Marseillais sur 8 en danger et déjà plus d'1 millier de personnes évacuées dans l'urgence. Après l'émotion, vient le temps de la colère et ce sont désormais le maire et son équipe municipale qui sont pris pour cible. Pendant plusieurs semaines, nos équipes de France 3 Provençal ont suivi cet événement au plus près. Voici leur récit. Marseille, des vies enfouies. Tiens, ça va être la cuisine. Faut déjà plus fermer la porte. Sur cette vidéo, un habitant du 65 rue d'Aubagne filme son appartement. Décalage. Ici, plusieurs centimètres. Nous sommes le 5 novembre au matin, quelques minutes avant l'effondrement. Il y a une urgence. Voilà, encore un décalage ici. En quelques heures, ça s'est aggravé. Il constate des fissures partout. On entend distinctement les murs qui s'ébranlent. Voilà. Ça s'effondre. Il va quitter les lieux pour donner l'alerte, mais il est déjà trop tard. Les numéros 63 et 65 s'écroulent dans la rue. Il est 9h du matin. Lorsque le quartier est bouclé, une petite foule s'amasse dans la rue d'Aubagne, à la recherche d'un proche, d'un voisin. L'inquiétude se lit alors sur tous les visages. Ils laissent mourir nos quartiers exprès, tout s'écroule. Il y a ma copine qui est sous les décombres. Tout ça, c'est parce qu'ils laissent mourir la ville exprès. Les secours décident alors d'écrouler un 3e immeuble qui menaçait de tomber pour sécuriser le périmètre. On ignore encore à ce moment-là combien de personnes sont prisonnières des décombres. On a une copine là, elle est là-dedans, on essaie de l'appeler. Depuis ce matin, elle habite là. Bien. Depuis ce matin, Voilà, on sa essaie copine, de elle est là. l'appeler. Regardez, elle est là. On n'arrive pas à la voir. On n'a pas de nouvelles d'eux pour l'instant, parce qu'on n'en sait pas plus, d'après ce qu'ils nous disent la police. Mais de dire que le bâtiment, c'est que des squatteurs, c'est faux. Parce qu'il y a un bâtiment qui était interdit à rentrer dedans. Il y avait personne qui est rentré dedans. Mais le bâtiment qui est tombé à côté, c'est des gens, des familles nombreuses. C'est des familles qui payent leur loyer, comme vous, comme moi, comme tout le monde. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? Et leurs impôts aussi. Ali est comorien. Il est désemparé car sa mère habitait l'un des immeubles qui s'est effondré. On a essayé de l'appeler plusieurs fois, on n'a pas eu de nouvelles. En espérant qu'elle est partie quelque part, mais bon, jusqu'à au jour d'aujourd'hui, là on a compris le système que bon, elle s'est trouvée dedans. Voilà, on est bouche fermée depuis hier, on n'a pas de nouvelles, il n'y a rien qui nous soulage au moins. Le lendemain du drame, les marins-pompiers vont extraire un premier corps de l'amoncellement de gravats. Dans le quartier, l'émotion est vive. Certains ont peur et préfèrent quitter les lieux. D'autres ont choisi de rester. Mais partout, c'est le désarroi qui règne. Noailles, c'est un quartier qui vouait à la destruction, ce serait le mieux.
Parce que pratiquement toute cette partie vers le bas de Noailles, autour de la gare Noailles, tout ça, c'est très vétuste, quoi. Très 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 vétuste et pas entretenu non plus depuis des dizaines d'années. Moi je suis Marseillais, c'est un quartier qui se dégrade de plus en plus. Ce gérant d'un magasin de téléphonie qui vit ici depuis 10 ans va plus loin et il accuse. C'est pas que la rue d'Aubagne, c'est la moitié des immeubles de Marseille, c'est des vieux immeubles. Le problème, il est là. Malgré la mairie, elle fait absolument rien. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Dans un premier communiqué, la mairie invoque les pluies diluviennes pour expliquer l'effondrement. Jean-Claude Godin est prié de s'expliquer sur la vétusté des édifices qui sont tombés. Il y a une politique municipale qui est menée avec l'État sur le logement insalubre. Ce que nous souhaitons, les élus locaux, c'est que quelquefois ça aille plus vite. Mais on détermine bien entendu et on sécurise autant qu'on le peut celles et ceux qui pourraient être en danger. Voilà la réalité des choses. Voilà la réalité des choses. Le 63, il avait fait l'objet justement d'une procédure, il était fermé. Et répétez-le encore une fois, il était fermé. Deuxième nuit après le drame, les recherches se poursuivent. Sur place, l'heure est au recueillement. On est toujours sur 5 personnes qui, très très vraisemblablement, se trouvaient dans cet immeuble et probablement 3 autres personnes qui également étaient présentes au moment de la catastrophe. Les secours vont finalement retrouver 8 corps dans les décombres. Le 63, frappé d'un arrêté de péril et propriété de la mairie de Marseille, était heureusement inoccupé. À côté, le 65, une copropriété privée très vétuste aussi, où logeait une dizaine de locataires. En octobre dernier, ses habitants sont évacués par une grue avant d'être autorisés à regagner leur domicile. Cette jeune femme qui a quitté l'immeuble la veille du drame a échappé au pire. D'abord, ça a été le mur qui a commencé à se fissurer, à s'incurver dans ma cage d'escalier, le mur de droite. Je les ai harcelés pendant 2 jours pour qu'ils interviennent. Les pompiers sont intervenus donc le 18 octobre. Ils ont fait une intervention qui a duré environ 4 heures. On a été évacués. Après, la police et les pompiers nous ont dit « Regagnez vos logements, tout va bien ». Après cela, elle appellera le syndic de l'immeuble qui lui laissera ce message. C'est OK, les réparations ont été faites, il n'y a pas de souci. Vous pouvez rester dans l'appartement. Merci, au revoir. Très vite, la question des responsabilités se pose. Le syndic dit avoir tout fait de son côté. Une colonne d'eau était cassée, des pierres étaient tombées du mur. Même combat, on m'a dit, c'est pas grave, changer la colonne, c'est pas grave. Je ne suis pas expert, c'est pas mon job. J'ai fait le travail. C'est pas pour ça qu'il n'y a pas eu de mort. Selon lui, ce serait le numéro 63, l'immeuble de la ville, qui se serait effondré en premier. Je me suis aperçu qu'au 63, la moitié de la toiture n'était plus en place. Et que de plus, le sol n'était pas plan, mais incliné en direction de notre mur. Ce qui fait que quand il pleut, j'ai fait remarquer aux services de la ville qui m'ont naïvement répondu que s'il y avait 50 litres d'eau qui passaient, ce serait le maximum. Chaque acteur se renvoie donc la responsabilité. Dans le quartier populaire de Noailles, la tension monte et l'indignation gronde. Les politiques, ils viennent nous assassiner les gens là, dans nos quartiers. Ils laissent nos quartiers pourrir à l'abandon. On veut savoir où est passé l'argent public. Les habitants prennent la parole à tour de rôle pour mettre des mots sur leur colère. Ça aurait pu être n'importe qui d'entre nous qui serait mort. On est peur, on dort pas, on réfléchit. Maintenant, on regarde en haut. Le mal-logement et le maire sont désormais pris pour cible par une partie de la population. Un collectif de riverains s'organise. On veut connaître les responsables. Les responsables, on se doute de qui c'est. C'est les 50 années de politique scandaleuse du logement et de l'habitat dans cette ville, et même dans le pays pratiquement. Et pour une fois, il y a quand même 8 morts. Les Marseillais s'aperçoivent aujourd'hui que le logement insalubre, c'est un logement qui tue.
Noailles, un quartier qui cristallise le mal logement avec une réhabilitation ratée dans les années 90. Symbole d'une mixité sociale réussie, avec son marché et ses petits commerces, cet îlot populaire brasse depuis des années une population très éclectique. Nos reportages dénonçaient déjà à l'époque l'insalubrité des habitations. Bon, vous me suivez? Méfiez-vous, les escaliers ils sont un peu... ils bougent. Hein? Voilà. Venez voir la cuisine. Il y a un trou. Venez voir, monsieur. On voit le 3e étage. Venez voir. On voit le 3e étage. Voilà, regardez. On a peur de descendre en bas. On a peur de tomber. Voilà. Retour aujourd'hui à Noailles. Camar et Dominique vivent dans ce quartier depuis des années. Leur engagement associatif se heurte à une réalité brutale. Ben voilà, c'est un immeuble qui est presque entièrement muré, mais il y en a plein dans le quartier. Enfin, c'est-à-dire, bon, donc là, on est rue Longue des Capucins, mais il y a rue des Feuillants, il y a rue de l'Académie, il y a plein de rues comme ça. Ici, rien n'a changé, des façades décrépies et un habitat largement délabré. À l'intérieur, c'est complètement des taudis. Et ça, c'est les marchands de sommeil. Et ça, pourquoi les responsables ne voient pas ça? Pourquoi les assistantes, ceux qui viennent faire leur boulot, bon, c'est dur, c'est sûr. Mais pourquoi ils ne font pas leur boulot? Ils ne font pas des vrais... Voilà, c'est ça. Nous, en tant qu'association, d'autres, on ne peut rien faire. Nous, c'est de faire de la peinture, c'est tout. C'est pas à nous de faire ça. Voilà. Il y a eu ce qu'ils ont appelé un PRI, c'est-à-dire un plan de réhabilitation urbaine, où ils ont donné de l'argent. C'est-à-dire que la mairie a donné de l'argent, il y a eu des défiscalisations des travaux, etc. Et ils n'ont rien fait. Ils ont touché le pognon, c'est tout, quoi. Et le quartier, il n'est pas mieux aujourd'hui qu'il y a 20 ans, c'est pire, quoi. Enfin, ça continue à se dégrader, quoi. Nous les suivons dans un immeuble rongé par l'humidité, où vit une locataire qui attend depuis des années une réhabilitation de son appartement. Salut Maria. Ça va, tu vas bien? Ouais. Donc ouais, voilà, je vais montrer les plafonds qui ont juste été faits avec des trucs de plaques au plâtre, vite fait, quoi. Parce qu'ils s'étaient complètement effondrés, il y avait des fuites d'eau, hein, c'est ça, hein? Maria, il y avait plein de fuites d'eau et tout ça, t'as vu? Oui, hein? Oui. Dans la cuisine aussi? La cuisine, dans le salon, madame qui habite là. Mais il y a encore pire. La cité phocéenne concentre dans certains quartiers le seuil de pauvreté le plus élevé de France, comme dans le 3e arrondissement. Ici, des locataires payent un loyer de 700 € pour vivre devant cette décharge à ciel ouvert. Il y a beaucoup de la misère parce qu'on a envoyé ici. Oui, c'est dangereux. Mais on n'a pas le choix. D'autres se murent dans des immeubles qui tombent en ruine et deviennent peu à peu des squatteurs malgré eux. Comment vous faites pour vivre ici? Oh, je t'avais vous dit, Mesty, j'ai pas le choix. Pour le moment. En 2015, le contrôleur général Christian Nicol écrit un rapport accablant sur l'état des logements à Marseille pour le gouvernement. Il décrit un parc privé indigne et dégradé et il indique que les acteurs sont dépassés par l'ampleur du problème. J'avais pu constater, quand j'avais fait ce rapport, que les administrations et les acteurs qui étaient en charge de ce dossier avançaient, disons, pour le moins lentement dans la résolution des problèmes. L'insalubrité est une compétence de l'État, alors que le péril est une compétence de la ville. Et quand un immeuble est en général à cheval entre les deux, on a tendance, et en tout cas c'était le cas à Marseille, de se renvoyer la balle de l'un à l'autre. Lors d'une première conférence de presse, le maire de Marseille, entouré de son équipe, doit répondre à ses détracteurs. Visiblement agacé, Jean-Claude Gaudin balaie les critiques et déroule son bilan. Par son intérêt éventuel. On a refait le quartier de Noailles autant qu'on a pu le faire. Voilà. Quant à M. Nicol, encore une fois,
j'aime autant vous dire que son rapport était très partisan et qu'il n'a pu le faire que grâce aux éléments que la ville de Marseille lui a donnés. On n'avons jamais dissimulé qu'il y avait des difficultés. Mais nous aurions aimé que M. Nicole nous propose des solutions. Il n'en a proposé aucune. Pendant ce temps-là, les évacuations d'immeubles en péril se poursuivent au gré des jours. Les Marseillais ont peur et une certaine psychose s'empare de la population. 1200 habitants seront évacués en moins de 15 jours. Nous sommes revenus avec les sinistrés de la rue d'Aubagne qui doivent à la hâte récupérer quelques affaires. Un casque, ça va, y a pas trop de cheveux. Un accompagnateur des marins-pompiers et une demi-heure seulement pour rassembler l'essentiel. Ok, y a pas de souci. Ok, merci beaucoup. Si vous voulez. Si t'as le temps de prendre tes affaires, si tu vois que t'as pas le temps de prendre le truc de Léo, je les prendrai. Ok? T'as tout. Attends, je vais prendre la liste. Mais tu prends le sac, moi. Allez, venez, on y va. Vous demandez qu'est-ce qu'on peut pouvoir récupérer chez vous? Ah ben, on va récupérer le maximum de choses, des papiers, des médicaments. Et puis comme il y a l'incertitude de ne pas savoir quand on va pouvoir y revenir, finalement, on va voir. Quand on a fait une liste, on va également faire des photos dans tout l'appartement pour les assurances. Les évacués sont ensuite dirigés par autobus vers des hôtels réquisitionnés dans l'urgence. La mairie les a relogés ici. On retrouve dans une chambre simple un jeune couple qui vivait juste devant les immeubles effondrés rue d'Aubagne. Ils ne savent toujours pas s'ils seront relogés. On veut que la mairie nous aide à nous trouver d'autres logements, voilà, et qui soient pas dans le même état que ça, quoi. Voilà. Où on peut vivre correctement. C'est tout, c'est nous, tout au ce qu'on 62, veut, ouais. On a des gros problèmes d'humidité. On est au 4e étage sous les toits. Les toits sont tout pourris. Donc, là, on sait est même pas malade si de les tous toits les vont deux, des tomber bronches, ou si on n'en on peut sait plus. pas. C'est dangereux. Ça fait des semaines qu'on est malade des bronches. Pour la santé, les bronches et tout, on n'arrive pas à en sortir, là. Pour aider les sinistrés à s'en sortir, une vague de solidarité sans précédent déferle sur la ville. Dons de vêtements ou de produits de première nécessité, les habitants lèvent les yeux sur le Marseille indigne. Avec 40 000 logements insalubres, 100 000 Marseillais sont potentiellement en danger, soit une personne sur 8. Oui, là, il y a la bonjour. Ah, super, produit d'hygiène, tiens. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Du shampoing, des brosses à dents, du dentifrice, des gels de douche, des tampons aussi pour les gens, pour les règles, tout ça. Pour redonner un peu de dignité peut-être Ouais, oui. Enfin, tout simplement pour leur faire comprendre qu'on est là et qu'ils ne sont pas tout seuls, quoi. Un journal local lance même une grande enquête sur l'habitat indigne. Le hashtag Balance ton taudis rencontre un franc succès. Et puis un hommage aux 8 victimes est rendu au sein du stade Vélodrome, dans un silence pesant. Un silence qui va précéder une colère rentrée. Celle-ci va se déverser sur la Canebière lors d'une marche blanche quelques jours plus tard. Ouais, 8 fleurs pour les 8 morts.
réclamons qu'enfin, alors qu'après des années la mairie ne l'a jamais fait, nous réclamons qu'enfin la mairie utilise son pouvoir de police municipale et fasse exécuter, oblige les bailleurs à faire les travaux d'office sur les immeubles. Il est clair qu'on peut dire, mais alors pourquoi vous n'y étiez pas à la marche blanche? J'étais ici dans mon bureau. Je suis totalement solidaire, mais je pense que peut-être ma présence aurait provoqué des tensions. C'est la raison pour laquelle j'étais ici avec mes adjoints dans mon bureau. Alors, qu'est-ce que nous faisons, nous? Bon, nous en avons fait, on n'en a pas assez fait sans doute. Voilà. On n'en a pas assez fait parce que c'est compliqué, parce qu'on ne nous laisse pas manœuvrer. Et donc, il est clair que l'insalubrité existe encore et qu'il faut qu'on s'attache à faire des efforts sérieux de ce côté-là. Sortie de scène délicate pour Jean-Claude Gaudin, qui refuse de démissionner sous la pression. Dans le même temps, l'enquête judiciaire progresse. Des perquisitions s'enchaînent à l'hôtel de ville, dans les services de l'urbanisme et chez le bailleur social Marseille Habitat. Le conseiller régional Xavier Cachard est suspendu de ses fonctions par le président de la région. Monsieur Cachard est concerné par une enquête. Dans un souci de transparence, j'ai décidé avec son accord de lui retirer toute délégation et de le suspendre de ses responsabilités au sein du conseil régional. On apprend que cet élu, par ailleurs avocat, possède un appartement au 65 rue d'Aubagne, l'un des 2 immeubles incriminés. Arlette Fructus est écartée aussi de son mandat à la région en raison de sa double casquette à la mairie en tant qu'adjointe au logement. La classe politique locale se déchire et la colère monte. Plusieurs avocats reçoivent des plaintes de sinistrés dans leur cabinet. Des procédures collectives sont en marche. On est dans une tragédie qui met le projecteur sur une triste réalité. Il y a un deuil, des gens sont morts, un immeuble s'est effondré et on s'aperçoit qu'en réalité, c'est une ville qui est en ruine et c'est un système qui a fini de vivre et qui est parti avec les décombres et les corps de ces gens. Ils s'appelaient Simona, Fabien, Niassé, Marie, Chérif ou Julien. Sur les pancartes, il y a aussi les silhouettes d'Ouloum et Taher. La foule voudrait qu'ils ne soient pas morts pour rien. Au-delà de l'émotion, il y a quand même une population qui demande, je dirais presque des comptes, et puis surtout des résultats par rapport à ce qui s'est produit. Des résultats, c'est quoi? Qu'une véritable politique de réhabilitation, de rénovation s'engage, à condition aussi que la population n'en soit pas exclue. Une marche de la colère noire va alors déferler sur le Vieux-Port, 10 jours après le drame. C'est toute une ville qui est en colère, hein, parce que les alertes ont été données. Ça a été signalé, tout le monde savait, tout le monde s'attendait à ce drame un jour ou l'autre. Et là, on y est. Et il faut que chacun prenne sa responsabilité. Et il n'y a pas que Gaudin. C'est toute son équipe, c'est tout ce qu'il y a autour et tout ce qui se fait depuis 30 ans. Une ville qui échappe à toutes les règles, à toute justice, à toute loi et qui fait que ce qu'elle a envie dans tous les domaines. Il ne faut plus que ça arrive. Des vies ont été perdues, les Marseillais sont morts chez eux. C'est inadmissible, il y a des responsables, il faut que la justice soit rendue. Qu'est-ce que vous attendez de la justice, vous, en tant que citoyenne? Surtout que les politiques, les vrais politiques soient mis en œuvre pour que la ville puisse rester debout. Avoir peur chez soi, ça ne devrait pas exister. Alors vous expliquez le fait que le maire ne vienne pas à la rencontre des habitants. Le mépris, toujours. La tension est telle que la manifestation va tourner court sous les fenêtres de l'hôtel de ville. Entre les pouvoirs publics et une partie de la population, le divorce est consommé. Et à Marseille désormais, il y aura un après 5 novembre.